Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil, on est exactement dans la ville de Paraty. Ce soir, je vais vous parler d'Alain Soral. Vous savez qu'il y a des gens qui étaient très énervés contre moi, Égalité et Réconciliation, également contre Salim Laibi, ça a fini au tribunal. Alors moi, j'ai été attaqué par des gens d'Égalité et Réconciliation. Il y a une personne, un ex d'Égalité et Réconciliation qui m'a mis au tribunal. En France, c'est pas pour mes propos à moi, c'est pour des propos qui ont été tenus par Gérard Fauré. Voilà. Mais manque de peau pour la personne qui a porté plainte. Je suis pas le propriétaire de la chaîne. Et voilà, et c'est pas moi qui l'ai diffusé. Voilà, mais j'étais présent sur le live et je me suis désolidarisé de la manière dont Gérard Fauré a tenu ses propos. En disant qu'il était libre de les exprimer, mais que ça ne concernait que lui. Voilà, donc dans la mesure où c'était pas ma chaîne, j'étais pas le diffuseur, et que je me suis désolidarisé, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, mais qui nous donne une très bonne opportunité, c'est-à-dire de permettre à la justice de rentrer dans les activités personnelles et professionnelles de cet ancien membre de Égalité et Réconciliation. Et à cette occasion, j'aimerais rappeler que pendant des années, Alain Soral a insulté les Juifs d'une manière odieuse, qu'il a insulté les francs-maçons de manière odieuse, qu'il a mené une politique pro-Poutine et pro-russe de manière odieuse, jusqu'à appeler la collaboration avec la Russie pour la défaite de la France, et qu'il n'a jamais été inquiété. Il a été utilisé puisqu'Égalité et Réconciliation était une émanation voulue par le Grand Orient de France, dans le même style que, en son temps, SOS Racisme, dont d'ailleurs venait plus ou moins Alain Soral, puisque c'est l'extrême gauche qui est passée à l'extrême droite. Or, Soral n'a jamais été inquiété, on l'a jamais fait fermer la bouche, etc. Il a soutenu le Front National, il a soutenu Philippot avant de le descendre, le Front National avant de le descendre, il s'en est attaqué à tout le monde, etc. Mais à un moment, et ça a été immédiatement après, Alain Soral a été descendu en flèche, et on lui a prié de repartir en Suisse, et on l'a plus entendu. Or, cet événement, c'est le fait que, Alain Soral ait défendu la mémoire du général Franco pour le rétablissement de la monarchie, avoir empêché l'équivalent de la Révolution française en Espagne. Et merci au général Franco. Et d'autre part, Alain Soral a dit que, la seule alternative pour la France, c'était Louis XX, qui était un colosse, et qu'il y avait un autre colosse populaire, avec lui, qui était Jean Lassalle, pour ce qu'il représente pour beaucoup de Français, l'homme politique républicain, honnête, franc, attaché à son terroir. Alors Jean Lassalle, il n'a pas beaucoup d'avenir au niveau politique, mais par contre Louis XX, c'est le grand monarque, et on voit que à partir du moment où Alain Soral a appelé à la venue sur le trône de Louis XX, à une monarchie parlementaire et à une réforme de l'Église catholique pour en faire sortir les satanistes et les pédocriminels drogués, on lui a fermé sa chaîne et on l'a prié de repartir. Ensuite, il dit d'ailleurs lui-même qu'il continue à être harcelé par la République française, en particulier la DGSI, qui ne l'a plus lâché. Effectivement, c'est le sujet qui fâche. Louis XX, c'est le sujet qui fâche. Vous demandez pas pourquoi j'ai été aussi harcelé depuis 1987, à tel point que François Mitterrand est venu lui-même en personne à ma défense. C'est parce que Louis XX, c'est le grand monarque, il est la légitimité en France et il est la seule personne à pouvoir abattre cette bourgeoisie républicaine au service de la couronne britannique qui a décidé de vous rendre malade pour mieux pouvoir vous exploiter. Tandis que l'aristocratie terrienne, elle vous a toujours voulu avoir ses paysans et ses artisans en bonne santé pour que le royaume soit en bonne santé, parce que c'était un contrat de protection par l'oligarchie terrienne capétienne, et en échange, la France pouvait se développer. Lorsque les Capétiens ont été chassés du pouvoir, ils l'ont été souvent par leurs fautes, notamment celle de Louis XV, le roi bourgeois. Louis XIV a humilié la noblesse avec Versailles et ruiné. Louis XV s'est transformé en roi bourgeois, franc-maçon, et Louis XVI, quant à lui, avec toutes ses idées libérales, il s'est fait doubler par les libéraux, c'est-à-dire ils ont pillé les finances du royaume de France et ils ont fini par se débarrasser de lui en le faisant décapiter. Donc on a eu un roi anti-noblesse, puis un roi bourgeois, et puis après un roi populiste. Et c'est ce qui a amené en 3 souverains la chute de la monarchie française. La restauration de Louis XVIII et de Charles X n'était qu'une comédie téléguidée par les Rothschild depuis l'Angleterre. Et effectivement, la couronne de France, la lignée, cette lignée-là s'est éteinte, puisque avec le comte de Chambord qui n'a pas eu de postérité. Alors, les héritiers légitimes au trône, c'est la famille d'Anjou et de Cadix, c'est-à-dire, la famille
de Louis XX en personne, qui est héritier de la couronne de France. Comme le dit si bien Alain Soral qu'on va écouter à la suite, c'est un vrai roi traditionnel, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un roi social et c'est un roi anti-bourgeois. Et c'est pour ça que Louis est allé défendre et marcher avec les Gilets jaunes, ce qu'ont fait très peu d'hommes politiques. Donc vous avez là un colosse qui correspond tout à fait à la prophétie de France et à la prophétie de Bretagne, notamment de Julie Géani, qui dit que avant la grande guerre qui amènera la venue du grand monarque, eh bien le nombre de légitimistes se compteront entre nous. Il faut savoir qu'on est environ 3000 en France. Et j'espère, à ma façon, vous avoir aidé à connaître quelqu'un de très bien, qui est Louis XX, qui est un roi social, ami personnel de Hugo de Chavez et dont le beau-frère d'ailleurs de la reine Marie-Marguerite était un ami intime d'Hugo de Chavez et du président Maduro du Venezuela. Voilà, donc on a un roi qui connaît l'Amérique du Sud, qui a une femme sud-américaine, qui a été très pauvre, qui a perdu ses parents à l'âge de 14 ans, il avait ni père ni mère, et tout a été fait pour lui faire perdre ses titres d'altesse royale. La famille d'Orléans l'a attaqué devant les tribunaux français, puis ensuite c'est Juan Carlos lui-même qui a voulu se débarrasser de Louis. Eh bien, il a été très courageux, notre roi, il était un employé de banque, puis il est rentré dans cette grande banque, la banque Vargas au Venezuela, puis il a connu la révolution d'Hugo de Chavez, il a vu tout ce que la gauche sud-américaine a fait en gardant la foi en Dieu pour le peuple sud-américain et pour la liberté et l'émancipation des peuples d'Amérique du Sud. Et on a un roi qui est imprégné de cette théologie de la libération et un roi social et qui aime la France. Je vous invite à vous intéresser à notre roi Louis XX. Il vous arrivera peut-être la même chose que moi, vous serez persécuté ou qu'Alain Soral, on vous pardonnera plus rien, en particulier votre passé, et on vous fermera la bouche par tous les moyens, quitte à vous envoyer un Polonais pour vous assassiner. Les Polonais ont un certain savoir-faire en matière d'assassinat. Des juifs, des francs-maçons, des résistants, des migrants et des homosexuels. Donc, faut pas s'en étonner. La République, c'est toujours s'entourer des pires. Récemment, le prétendant à la couronne de France, Louis-Alphonse de Bourbon, ou Louis XX, a porté le cercueil de Franco et a présidé ce week-end le repas annuel de la Fondation Franco, provoquant la polémique. Je voulais avoir votre avis sur la question. Mes respects et soutiens à vous, Monsieur Soral. Merci. Alors, sujet intéressant que le sujet de Louis XX, puisque récemment on a même mis un article sur le site pour dire que peut-être que dans la crise politique que nous subissons, quand nous cherchons des nouveaux représentants politiques après l'effondrement de la triplette, on va dire Sarkozy, Hollande, Macron, parce que là on voit pas comment on pourrait descendre encore plus bas, finalement un retour à la monarchie, pourquoi pas? C'est une question maurassienne qui est très d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est chez ce Louis XX, qui descend en droite ligne de Louis XIV, donc qui est même si c'est un Bourbon Espagne, c'est un légitime. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il a compris que pour rendre intéressante la monarchie, il fallait pas singer la bourgeoisie et se présenter comme roi bourgeois, parce que c'est une impasse totale. C'est comme catholique franc-maçon, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et donc, quand il porte le cercueil de Franco, ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle que Franco avait fait ce que De Gaulle a failli faire, c'est-à-dire pour donner une certaine pérennité au régime, au pays, à la nation espagnole, il fallait peut-être revenir par la monarchie. Je pense que c'est à la limite Franco avait sans doute bien lu Ortega y Gasset, et que c'est Franco qui avait voulu redonner de la pérennité à l'État-nation espagnol en renouant avec la monarchie. Je rappelle d'ailleurs que le roi qu'il a mis en place, immédiatement après la mort de Franco, s'est dépêché de rallier le mondialisme républicano-démocratique. Il en a été applaudi pour ça, alors que c'est une trahison de Franco et de lui-même, puisqu'il a accepté d'être le roi, un roi fantoche. Voilà, donc c'est très ambigu finalement de s'extasier sur Juan Carlos.
Mais bon, c'est un sujet profond. Donc, ce qui est intéressant chez Louis XX, c'est qu'en plus, il a soutenu les Gilets jaunes. Donc, au lieu de se présenter comme roi bourgeois, réactionnaire, il s'est présenté comme roi social traditionnel. Et là, il faut lire les travaux de Marion Sigaud pour bien se rappeler que contrairement à la légende noire qui a nécessairement propagé la République pour salir le régime précédent, un peu comme le FLN l'a fait avec la colonisation française, hein, c'est les mêmes parallèles. Un roman national se construit en général contre un roman précédent, le salissant par tous les moyens. Le roi était un roi social qui essayait d'équilibrer intérêt du peuple et élite, on va dire aristocratique, élite féodale, et qu'il avait ce rôle d'arbitre très nécessaire, et que justement il n'était pas un roi de droite, il était un roi, je dirais, central. Voilà. Et Louis XX a intelligemment compris ça, à la fois en rappelant ce que la monarchie devait à Franco, hein, plutôt que de la jouer démocrate libérale, alors que par ailleurs on revendique le trône, ce qui est complètement aberrant, et la jouer aussi sociale, ce qui est dans la même ordre de cohérence. Donc on voit que avec Louis XX, on a enfin un prétendant au trône qui est sur une position monarchiste traditionnelle à peu près cohérente et respectable. Hein. C'est pas justement ces rois bourgeois qui essayent effectivement de complaire par tous les moyens à la démocratie libérale, un peu exactement comme on a un catholicisme d'État qui essaye à tout prix d'être républicain franc-maçon, c'est-à-dire anti-catholique. Hein. D'ailleurs, les deux sujets sont très liés. Voilà, donc moi je regarde les personnes politiques intéressantes aujourd'hui en France pour des élections à venir ou des révolutions à venir, et je vois deux personnages qui sont d'ailleurs des colosses. Je vois Jean Lassalle et Louis XX, et j'aimerais bien d'ailleurs que les deux prennent langue et collaborent. Et si ils se présentaient avec un ticket à deux, peut-être qu'Égalité et Réconciliation se remobiliserait à nouveau, parce que Marine Le Pen et son faux Rassemblement National ne nous intéressent pas beaucoup et n'a pas grand-chose pour nous plaire. Alors, vous êtes un homme d'action, on l'entend, on le comprend. Vous-même, mon colonel, vous avez servi dans les Balkans, vous avez également servi en Afrique. Alors moi, j'ai fait une carrière d'officier de Légion, pour l'essentiel. Comme officier subalterne, j'ai servi pratiquement tout mon temps au 2e REP, régiment étranger de parachutistes à Calvi, avec lequel je suis beaucoup intervenu en Afrique. Principalement, c'est donc les années de Centrafrique, les années au Tchad, essentiellement. Et puis j'ai servi ensuite dans la partie de ma carrière comme officier supérieur, j'ai servi toujours à la Légion au Rwanda, notamment en 94, dont j'ai commandé le groupement Légion d'opérations turquoise. Et puis j'ai terminé ma carrière aux opérations spéciales, au commandement des opérations spéciales, et j'ai eu la chance ou la malchance, je dirais, de commander le groupement des forces spéciales intervenant au Kosovo en 1999. Et c'est à la suite de cette dernière aventure militaire que j'ai quitté l'armée, pratiquement fin 99 et sur les registres administratifs courant 2000. Voilà. Sur ce sujet, vous avez laissé des livres. J'ai laissé 2 livres. L'engagement français. Oui, j'ai laissé 2 livres sur le Rwanda, d'abord, qui va être de nouveau, je dirais, un point de fixation au printemps prochain, début avril 2019, car ça fera à ce moment-là 25 ans que l'attentat perpétré contre l'avion du président Habyarimana du Rwanda et déclencheur du génocide qui va suivre dans les 2 mois, 3 mois qui vont suivre, aura eu lieu. Donc 25 ans. Donc je pense que cet anniversaire va être un anniversaire important, parce que je crois que le régime en place à Kigali, celui du général Kagame, très anti-français depuis toujours, qui met en cause à la fois la France et l'armée française, va en profiter, je pense, pour essayer de tirer avantage si les choses en France n'ont pas évolué d'ici là, ce que je ne crois pas, je pense qu'elles vont beaucoup évoluer, mais vont essayer de tirer avantage de ce rapprochement voulu par Emmanuel Macron depuis un an et demi maintenant qu'il est au pouvoir, avec ce petit pays d'Afrique devenu de francophone devenu anglophone, et pourtant auquel on a confié l'Organisation internationale de la francophonie sur un plateau d'argent il y a quelques semaines à Erevan. La francophonie voilà. En Arménie, c'est Chikiwabo qui prend la tête de absolument, qui prend la tête de l'OIF. Alors c'est un paradoxe, parce que personne ne l'attendait là. Encore une fois, le Rwanda a quitté de fait la francophonie il y a 10 ans, en 2008, pour prendre l'anglais comme première langue officielle.